question par rapport à la page 297 pour que vous m'ôtiez d'un doute sur une éventuelle faute de syntaxe. Mais je ne suis pas sûr, parce que c'est peut-être moi qui me trompe. Page 297 de la version poche. Pas tout à fait au milieu de la page. Je dirais au tiers supérieur, à peine. Si, un peu plus en dessous même. Il dit si le fantasme, il écrit comme ça, Jacques Arévinaire, si le fantasme de Don Juan est un fantasme féminin, c'est qu'il répond à ce vœu de la femme d'une image qui joue sa fonction fantasmatique, qui en est un d'homme qu'il est. Et il a écrit qu'il y en est un haïté. Je ne sais pas si ça vous semble normal ou. Page 297 de la version poche. Et vous, au seuil, je ne sais pas. Hein. J'aurais dû repérer ça au seuil aussi. Il parle du fantasme de Don Juan. Et il dit si le fantasme de Don Juan est un fantasme féminin, c'est qu'il répond à ce vœu de la femme d'une image qui joue sa fonction fantasmatique, qu'il y en est un d'homme qu'il est. Qu'il y en est un, ça s'écrit EST. Non. C'est une assise. Qu'il y a un homme qui est. Ah oui, d'accord. Donc c'est moi qui me trompe alors. Il est un homme qui se doter d'un pénis. C'est subjonctif de il y a. C'est subjonctif d'avoir. Oui, mais qu'il y en est un, qu'il y en est un. D'homme. Qu'il en est un d'homme, qu'il y ait un homme qui l'est. Le fantasme, c'est qu'il y a un homme qui l'est. Il dit en fait, l'homme n'en a pas. Pourquoi il n'écrit pas qu'il en est un? C'est pas qu'il en est un, c'est qu'il y en est un. Il y a un homme qui en est un. Qui est. Quand je joue le rôle de cet homme qui en est un. Qu'il l'est toujours. Alors qu'il l'est toujours, je comprends que ce soit haïté, mais l'autre, le précédent, qui en est un. Le fantasme, c'est que il y a un homme qui est doté, quoi. Il y en a un. Oui, d'accord, il y a un homme qui l'a, oui. C'est une méconnaissance de la réalité. Oui, ça me semble bizarre. Moi, personnellement, ça me semble bizarre, mais bon, voilà, vous avez raison sûrement. Hein. C'est pas très grave. Non, parce qu'il y a des erreurs qui parsèment les séminaires de Lacan. Hein. On en a trouvé beaucoup dans les séminaires précédents. Hein. Notamment assez récemment sur le triangle de Pascal, tout était faux, tous les calculs faits par Jacques Arévinaire étaient complètement faux. Les formules de la sexuation, il y avait des erreurs monumentales aussi. Il y a des erreurs parfois, c'est pour ça que je suis un peu vigilant et des fois que je m'arrête sur certains trucs, peut-être à tort, hein, parfois, bien sûr. Il n'y a pas des milliards de fautes, mais il y en a quand même. Hein. Il y en a quand même. Donc dans ce chapitre-là, il nous parle tout de suite, il attaque tout de suite par. Alors c'est un chapitre qui est référencé comme c'est pas permis. Hein. Ça part dans tous les sens, et notamment sur les textes bibliques, sur la circoncision, etc. Et on se demande comment Lacan faisait à l'époque sans Internet. Hein. Ça a dû lui demander un travail monumental, hein, de pouvoir faire émerger des textes qu'il faut aller chercher dans des bouquins, hein, dans des livres. Tout n'est pas dans la Bible. Donc voilà, puis il est allé voir des textes grecs concernant la circoncision avant Moïse, donc c'est assez stupéfiant. Ça a dû lui demander une somme de travail colossale, ce chapitre, à mon avis. Hein. Il le disait d'ailleurs, hein, je l'ai déjà dit, hein, cette phrase qu'il prononçait souvent, si vous saviez la peine que ça me donne. Oui, il faut comprendre. Parce que nous, avec Internet, c'est facile, hein. On voit tel nom d'un dieu un peu inconnu, on va dans Google et hop, on sait quelqu'un qui sait, mais lui, il n'avait pas Internet. Il est mort en 1900, dans les années 80, hein. Donc il n'y avait pas d'Internet. Donc ça devait être. Il devait parcourir les bibliothèques et les livres savants et avoir affaire à des gens très érudits qui le renseignaient aussi sur certaines choses, notamment les mathématiques. Il avait beaucoup de mathématiciens autour de lui, mais il avait aussi des philosophes, il avait des historiens. Donc voilà, il était quand même très aidé. En fait, il fallait quand même qu'il travaille beaucoup pour pondre un chapitre comme celui-là. Hein. Alors, franchement, hein, parce que c'est pas. Pour nous, ça va avec Internet, mais autrement, c'est complexe. Donc, il commence par parler d'une psychanalyste américaine
qui s'appelle Lucie. Alors, Lucie Elisabeth Tower. Alors, nous, évidemment, comme toujours en français, on traduit, on l'appelle Lucie. Elle ne s'est jamais appelée Lucie, elle s'appelle Lucia. Lucia Elisabeth Tower. Et si vous cherchez sur Internet à Lucie Elisabeth Tower, vous n'allez pratiquement rien trouver. Alors, si vous tapez Lucia Elisabeth Tower, vous allez trouver toute chose sur elle. Voilà, c'est ça, c'est notre manie en France de traduire des prénoms comme Lucia. C'est pas. C'est pas Lucie, elle s'appelait pas Lucie, elle s'appelait Lucia. C'est pas très grave, bon. Donc, Lucia Elisabeth Tower, elle est contemporaine d'une certaine façon, puisqu'elle était née en 1899, elle est morte en 1991, donc c'est pas si vieux que ça. Et c'était donc une psychanalyste américaine, médecin, qui a été médecin assez tardivement d'ailleurs, et qui a écrit avec beaucoup de gens de l'école anglaise beaucoup de choses sur le contre-transfert. Voilà. C'est pour ça qu'elle est un peu connue, Lucie Elisabeth Tower, c'est pour ses écrits sur le contre-transfert, c'est-à-dire le sentiment hostile que peut avoir le psychanalyste, le psychothérapeute vis-à-vis de son patient. C'est ça le contre-transfert. Le transfert, c'est le sentiment du patient vers son thérapeute, et le contre-transfert, c'est l'envers de ça. C'est le sentiment, hostile ou pas, de la psychanalyste vers son psychanalysant, vers son patient. Dans le cas présent, ce n'était pas vraiment un sentiment hostile de la part de Lucia Tower, qui avait un homme mûr, avec des enfants, une famille, etc., en psychanalyse. Et donc, elle n'a pas vraiment un sentiment hostile vis-à-vis de lui, elle a plus un sentiment de défiance. Elle se méfie de lui, elle est sur ses gardes, elle n'est pas à l'aise avec lui. Parce que lui, comme dit Lacan, il la scrute. Il la scrute. Et ça vient du terme anglais scruticize. Et Lacan fait un néologisme, il dit il la scruticise. Il la scruticise. Pourquoi? Parce qu'il cherche en elle, c'est ce que dit Lacan, hein, il cherche en elle l'objet qu'il n'a pas, l'objet tita. Voilà. Il cherche en elle l'objet tita. Et elle s'en rend compte de ça, Lucie Tower. Lucia, je vous mets son vrai nom, Lucia Tower, 1899, 1991. Et donc c'est l'objet A, et sa place moins phi qui est recherchée, sa place vide moins phi, qui est recherchée par cet analysant en la personne de sa psychanalyse de Lucie Tower. Alors elle, ça la fatigue énormément, ça lui fait un peu peur, au point qu'à un moment donné, elle prend des vacances. Elle s'en va. Et Lacan dit, il a une phrase étonnante, ça, il dit, elle s'en va et elle s'ébroue. Elle prend des vacances et elle s'ébroue, comme si c'était un peu un clébard, quoi. Elle s'ébroue. Bon, et alors après, il dit, elle est mieux, après, une fois qu'elle s'est ébrouée, elle est plus à l'aise, elle est reposée, et elle peut faire face à son psychanalysant. Et alors, son psychanalysant, il a une tactique vis-à-vis d'elle qui consiste à lui dire que, eh bien, il est un homme bien parce qu'il fait les tâches ménagères, parce qu'il s'occupe des enfants, etc., etc. Donc, il se féminise d'une certaine façon, ce patient-là. Il se féminise un peu aux yeux de cette femme qui est sa soignante, eh bien, pour gagner un peu ses faveurs, pour essayer de l'attraper, et comme dit Lacan, de faire jaillir d'elle cette place vide de l'objet petit a. Mais bien sûr, il n'y parvient pas. Parce que c'est une femme, voilà, hein, parce que c'est une femme. Et Lacan nous explique tout au long de ce chapitre que dans le fond, la femme est bien plus à l'aise avec la perte de l'objet A que l'homme. Parce que l'homme ne se résout jamais à cette perte, alors que la femme, comme c'est un processus qui se fait tout de suite pour elle, puisqu'elle naît en n'ayant pas le pénis. Elle naît en n'ayant pas le pénis, donc la perte, à la limite, ne la concerne pas. Et donc elle n'est pas impactée de la même façon que l'homme par la loi de la castration. Et du coup, eh bien, le patient de Lucie Tower, il peut toujours se brosser pour trouver chez elle, surtout qu'elle est sur la défensive, cet objet. Elle ne va pas le lui donner. Absolument pas. Alors, Lacan nous propose cela comme le contre-transfert de Lucie Tower en disant
cette défensive, cette posture défensive sur laquelle elle se met, et puis dans laquelle elle se met, eh bien, c'est son contre-transfert. C'est son contre-transfert vis-à-vis de son patient. Elle met les barrières, si vous voulez, elle lève le pont-levis, et lui ne peut pas passer, quoi qu'il fasse. Quoi qu'il fasse. Il n'en dit pas beaucoup plus, parce que, en fait, il y a eu le texte complet dans les séminaires d'origine, c'est-à-dire que Lacan avait le texte complet et qui avait été donné aux participants de l'époque, mais nous on ne l'a pas. Jacques Alamière ne l'aimait pas. Alors il ne l'aimait pas, je ne sais pas pour quelle raison, peut-être parce que ça prendrait trop de place. Vous avez remarqué une chose, c'est que dans les séminaires tels qu'ils sont transcrits par Jacques Alamière, il n'y a jamais de bas de page, il n'y a jamais de notes. Alors que si vous lisez Freud, parfois les notes prennent plus de place que le texte lui-même. Il y a des cas entiers chez Freud, des cas de psychothérapie entiers qui sont des notes. Et c'est pour ça que parfois c'est pas facile de les trouver. Par exemple, il y a un cas dont j'ai parlé ici plusieurs fois, qui est un cas assez admirable. Je vous le lirai un jour si j'ai le temps, dans les 2 dernières séances qui restent, parce que c'est très court, qui s'appelle La jeune fille au parapluie. Certains la connaissent ici, et c'est dans Études sur les stériles. Mais vous ne le trouverez pas dans le texte, parce qu'il n'est pas à la fin du livre. Il n'est pas répertorié à la fin du livre, ce cas-là. C'est une note de bas de page, mais une note qui prend plus de place que le texte lui-même. La jeune fille au parapluie. J'ai vu ça comme ça, mais parce que je suis étonné que dans ce bouquin-là, au seuil ou à poche, quand il parle de Lucie Tauer, il ne renvoie pas, par exemple, au livre de Lucie Tauer sur le contre-transfert. Et qu'il ne renvoie pas aux autres psychanalystes avec qui Lucie Tauer a écrit ses livres sur le contre-transfert. C'est dommage. C'est dommage parce que Lacan, lui, il les connaissait par cœur, tous ces gens-là, de l'école anglaise. C'était des gens de l'école anglaise. Elle était américaine, mais elle travaillait avec des gens de l'école anglaise et avec aussi des femmes de l'école américaine également. Donc voilà, c'était pour parler un petit peu de cette dame et de cette histoire de contre-transfert. Alors, oui, c'est ça. Alors Lacan, il dit, vous savez, le chapitre, il est intitulé Une affaire de mal. Une affaire de mal, M-A, avec l'accent circonflexe. Une affaire de mal. Alors on peut se poser la question de ce que c'est que cette affaire de mal. Eh bien, cette affaire de mal, c'est ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire qu'il s'agit du fait que l'homme. Alors, il cite un texte de Saint Paul, je vais vous le lire tout à l'heure. Hein. Il cite un texte de Saint Paul où Saint Paul se juge comme étant démesurément pécheur. Hein. Voilà, je vais vous lire le petit bout de texte de Saint Paul tout à l'heure. C'est une lettre de Saint Paul aux Romains. Hein. Et donc, mais avant ça, on parle de ce monsieur qui est en psychanalyse avec Lucie Tauer, et Lacan dit de lui, avant, il ployait sous sa faute démesurément pécheur. Et de quoi était-il pécheur? Eh bien de ça, pécheur d'avoir perdu, d'une certaine façon on peut faire un jeu de mots et dire que l'objet A lui fait défaut à l'homme en est cruellement privé, plus cruellement que la femme d'une certaine façon, ça lui fait défaut et c'est sa faute. C'est sa faute et c'est pour ça que Lacan a dit c'est une affaire de mal, cette histoire de faute, et c'est parce que ce monsieur était démesurément pécheur d'aller à la pêche, justement, hein, de son objet perdu. Voilà, hein, puisque cet homme a été frappé par la loi de la castration, hein, la loi de la castration qui fait que le sujet, avant d'arriver sur la scène du monde, perd l'objet qui causera toute sa vie son désir. Hein, il le perd. Ça tombe dans les dessous, comme disait Lacan. Et après, ça lui fait défaut. Donc c'est sa faute originelle, on pourrait dire. Et il est démesurément pécheur à ce titre-là. Et donc, d'où est-ce que Lacan tire cette petite phrase-là, démesurément pécheur? Et il est démesurément pécheur, et bien c'est d'une lettre justement de Saint Paul. Alors, Saint Paul, c'était Saint Paul de Tarse. Saint Paul de Tarse qui date de 61 après Jésus-Christ. Donc c'est relativement récent par rapport à Moïse et tout ça. Hein, vous voyez, c'est beaucoup plus récent, ça n'a rien à voir. Moïse, c'est moins 1500, hein, carrément, quelque chose comme ça. Hein, c'est pas du tout la même époque. Donc c'est Saint Paul de Tarse, de Sicile. C'est en Sicile, Tarse. Hein.
qu'on appelait l'apôtre des gentils. Voilà. Et il avait écrit les épîtres pauliniennes, et qui sont quand même les plus anciens documents du christianisme. Voilà, 13 lettres que l'on a, et qui sont apparemment, d'après ce qui est dit dans ce que j'ai pu lire, les plus anciens textes que l'on ait du christianisme. 13 lettres. Il a été décapité parce qu'il avait été accusé d'avoir été faire de la subversion, etc., de par sa foi. Et donc, voilà. Et donc, dans le chapitre 12-13 de sa lettre de Saint Paul, apôtre aux Romains, il dit ceci: ainsi la loi est sainte, le commandement est saint, juste et bon. Est-ce donc quelque chose de bien qui pour moi a été la mort? Pas du tout. C'est le péché. Il s'est servi de quelque chose de bon pour causer ma mort. Ainsi, par le commandement, c'est le péché lui-même qui est devenu démesurément pécheur. Alors voilà, c'est la phrase, c'est ce que dit Saint Paul. Donc Saint Paul était un peu lacanien quand même, hein, parce que dans le fond, il fait référence à la loi, hein, Saint Paul. Parce que quand il dit, il s'est servi de quelque chose de juste et bon, hein, quelque chose de bon, et bien c'est la loi dont il parle là. Hein. Le péché s'est servi de la loi pour exister. Quand on transgresse la loi, c'est le péché qui arrive, hein, bien sûr. Hein. C'est ça. Pardon. C'est Romains 12 ou Romains 13 que tu lis là? Romains 12, 13. Je ne sais pas lequel c'est, exactement. En tout cas, c'est ça, hein, la phrase. Hein. Donc, d'une certaine façon, vous voyez, Saint Paul de Tarse se voyait comme étant démesurément pécheur parce que il avait cette faute en lui du défaut d'être parfait ou d'être bon. Et donc, il se voyait comme étant démesurément pécheur. Et donc, cette phrase, c'est Lacan qui la reprend, elle n'est pas de Lacan. Hein. Cette locution n'est pas de Lacan. Donc Lacan, vous voyez, il allait chercher des trucs quand même, ça voulait dire qu'il avait lu les 13 lettres probablement de Saint Paul aux Romains, hein, il faut quand même le faire, hein, parce que moi j'ai trouvé assez facilement l'article 12-13, lettre 12-13 sur Internet, et donc j'ai pu trouver cet extrait. Mais quand il faut le chercher dans les bouquins, c'est une autre affaire, hein, ça prend du temps, c'est faisable, ça prend un temps fou quand même, hein. Ça prend un temps fou. Donc, alors, après, ensuite, il parle du fantasme de la femme. Alors, il dit quand même, il dit aussi, Lacan, bon, l'homme, il a un gros problème avec l'objectita et avec ce vide-là, que la femme a moins que lui, mais il ajoute quand même que la femme, elle est quand même préoccupée malgré tout par la perte aussi. C'est-à-dire que cette perte initiale, la femme a l'avantage que ça se produise pour elle tout de suite. D'ailleurs, vous savez la phrase d'Olto, je vous l'ai déjà dit cette phrase de Françoise Dolto. Françoise Dolto, il disait c'est l'honneur de la petite fille que d'être castrée. Hein, vous voyez, c'est une belle phrase. Hein, c'est l'honneur de la petite fille que d'être castrée. Elle disait ça, Françoise Dolto. Et on voit bien ce qu'elle veut dire, quoi. Hein. C'est-à-dire que la petite fille, elle en fait son affaire tout de suite de la castration. Et donc, dans le fond, elle est beaucoup plus à l'aise que l'homme qui en fait son affaire du fait de la loi beaucoup plus tard, hein, plus tardivement, ou qui n'en fait pas son affaire d'ailleurs, ou qui en fait mal son affaire. Hein, et qui est obligé éventuellement de faire du donjuanisme, des choses comme ça, puisqu'ensuite, il va parler du fantasme de Don Juan en disant que c'est plus un fantasme féminin. Le fantasme de Don Juan. Donc Don Juan, c'était un personnage imaginaire, hein, qui a été mis en scène par Molière, entre autres, par tout un tas de gens, qui a été mis en musique par Mozart. C'est magnifique, hein, ce Don Juan de Mozart, l'opéra Don Juan de Mozart, c'est sublime. Hein, si vous ne l'avez jamais entendu, achetez-le surtout. Hein. Et donc, Don Juan était un personnage un peu interlope, un coureur invétéré, mais sans aucun scrupule.
un destructeur, dit Lacan, hein, un destructeur. C'est-à-dire qu'il n'a rien à faire des femmes, sinon qu'à les consommer. Toujours plus une, des milliers, hein, sans aucun état d'âme du tout. Hein. Et donc, Lacan dit que c'est un fantasme féminin que le fantasme de Don Juan, c'est-à-dire de quelqu'un dont le phallus, il l'aurait toujours. Don Juan, il l'aurait toujours. Il ne serait pas en risque de le perdre. Même si dans le fond, quand on regarde la vie de Don Juan, dans le fond, la fin de sa vie n'est pas terrible. Hein. C'est un vieillard qui n'est plus séduisant du tout et qui ne réussit plus ses conquêtes. Et donc, dans le fond, voilà, il n'est pas si triomphant que ça. Enfin bon, Lacan le retient quand même comme un fantasme féminin parce que Don Juan, il est en tout cas, on lui prête cette vertu, entre guillemets, de ne pas pouvoir perdre l'objet A, de l'avoir toujours. Et donc, du coup, d'attirer à lui les femmes, du fait qu'il possède cet objet que les autres hommes n'ont pas. Voilà la différence de Don Juan avec les autres hommes. Hein. C'est que lui, il est pourvu. Il n'a pas de creux, si vous voulez. Il n'a pas de manque. Et c'est pour ça que c'est un personnage imaginaire, un personnage de quasi-mythologie assez récent, mais quand même du XVIIe ou du XVIe, je ne sais plus exactement, Don Juan. Et donc, voilà, donc il en parle pour dire ça, voilà, que c'est un fantasme féminin, je ne sais plus ce qu'il en dit d'autre. Oui, c'est ça. La femme n'a aucune peine et jusqu'à un certain point aucun risque à rechercher ce qu'il en est du désir de l'homme. Voilà, le contraire n'est pas vrai. Alors, oui, c'est ça. Du fait que la femme est un peu prémunie, si vous voulez, de cette perte, en tout cas mieux que l'homme, elle n'a pas de difficulté à comprendre le désir de l'homme. Ça ne lui est pas compliqué. Puisque d'une certaine façon, l'objet A, elle lui a réglé son compte, quoi, d'une certaine façon. Elle lui a réglé son compte dès la naissance. Comme disait Françoise Dolto, l'honneur de la petite fille, c'est d'être castrée. C'est ça, hein. Et donc, dès la naissance, la petite fille, elle sait ce qu'il en est de ne pas l'avoir. C'est ce qu'il en est. Donc, du coup, la vision que les femmes ont de l'homme, c'est qu'elles voient dans les yeux de l'homme cette espèce de désir d'avoir l'objet A, elles le voient, alors que les hommes ne le voient pas dans leurs propres yeux. Ils ne peuvent pas le voir dans le miroir, si vous voulez. C'est ça, cette espèce d'appétit, d'appétence particulière. Et il cite à ce moment-là, il cite Salomon. Il cite Salomon, qui était le roi d'Israël. Alors, c'était aux alentours de moins 900 avant notre ère, avant Jésus-Christ. Salomon, fils de David, qui était considéré comme très riche et très sage. Et surtout, Salomon était considéré comme quelqu'un qui savait tout. Voilà, c'est étrange hein, quand même. Hein. Quelqu'un qui sait tout, qui a un savoir, qui a accès d'une certaine façon au symbolique, quoi. On pourrait dire que Salomon, il avait accès au grand autre, d'après l'histoire, d'après ce qu'on dit de lui. Et donc Salomon, il a dit qu'il savait tout, mais il a dit, il y a 4 choses que je ne sais pas. Il y a 4 choses que je ne sais pas. Et je vais vous lire les 4 choses qu'il cite. Alors, il dit ceci. Il y a 4 choses sur lesquelles je ne peux rien dire, parce qu'il n'en reste aucune trace. La première, celle du sillage de l'aigle dans le ciel, celui du serpent sur la terre, celle du navire dans la mer, et la trace de l'homme sur la petite fille. Et la trace de l'homme sur la petite fille. Voilà ce que dit Salomon. C'est étrange hein, quand même. Hein. Salomon, roi d'Israël, il dit cela. C'est-à-dire que finalement, eh bien, la petite fille est exempte de la loi qui vient barrer l'accès au petit A chez l'homme. Elle est en partie exempte de cette loi-là. Et du coup, sur elle, on ne voit pas cette fracture de la loi faite par la loi. On la voit moins. Il ne dit pas que ça n'existe pas du tout chez la femme. Quand je disais que la belle fantasme de Don Juan, etc., quand lui dit ça, c'est bien que la femme aussi
a affaire à l'objet A, mais pas de la même façon. Hein, voilà. Donc, mesdames, vous avez un avantage sur nous considérable, hein, c'est vrai, puisque vous pouvez voir des choses que nous ne voyons pas. Nous sommes carencés, nous sommes un peu neuneux, en considérant l'objet A. Hein, voilà. Et c'était comme ça que voyait un peu Lucie Tauer, voyait un peu son patient comme cela. Non pas comme un neuneu, mais comme quelqu'un qui la fatiguait. Ça la fatiguait, parce qu'elle voyait bien où il allait en venir. Voilà. Il ne fallait pas lui la faire, quoi, de certaine façon. Et lui, ses ruses, lui, à se féminiser en se faisant homme au foyer, ça ne prenait pas. Ça l'agaçait, mais ça ne prenait pas. Ça ne marchait pas. Donc elle était lucide. Donc Salomon, il dit ça, ben voilà, donc, sauf la trace de l'homme sur la petite fille, on ne la voit pas. Ça veut dire que la trace de la loi, la trace de la castration, la trace du nom du père, c'est comme ça que l'accorde le nomme, hein, la trace de la fonction paternelle, si vous voulez. On ne la voit pas ou peu sur la petite fille. Voilà. Et donc, elle peut après s'ébrouer, comme dit Lacan en parlant de Citoer, dans l'existence, avec une certaine aisance que nous n'avons pas en tant qu'hommes. Voilà. Donc on dit que Lacan est misogyne, mais non, hein, c'est pas vrai. Quand on le lit sans comprendre ce qu'il raconte au pied de la lettre, on peut croire qu'il est misogyne, parce qu'il dit des choses sur la femme parfois qui sont surprenantes. Mais si on théorise, et si on lit sa théorie donc, sur le fond, on voit quand même que là, c'est le contraire de toute forme de misogynie, hein, cette approche de l'objet manquant, d'objet carence, cette carence-là. Donc, il dit, en parlant de la femme, au départ, comme disait François Dolto, hein, au départ, c'est ce qu'elle n'a pas qui constitue l'objet de son désir, c'est ce qu'elle n'a pas. Tout de suite, elle sait qu'elle ne l'a pas. Et c'est ça qui constitue son désir tout de suite. Alors que l'homme, non. L'homme, non. Il ne le sait pas. Il faut que la loi opère chez l'homme pour qu'il sache qu'il est castré, et il se fait castrer de mauvaise grâce, je dirais, l'homme, de mauvaise grâce, de mauvaise humeur. Il n'en est pas content. Et toute sa vie, il va essayer de trouver, de savoir ce que veut la femme. Et il ne le sait pas. Et d'ailleurs, Freud comme Lacan, au terme de leur vie, ont dit, tous les deux, ce que veut la femme, nous ne le savons pas. Ce que veut la femme, nous ne le savons pas. Freud l'a dit tout autant que Lacan. Hein, mais ces deux personnages-là l'ont dit très clairement à plusieurs reprises dans leur œuvre. Hein. Ce que veut la femme, nous ne le savons pas, nous ne le saurons jamais. Ça ne les a pas empêchés de théoriser sur cet aspect-là, mais in fine, ils ne savaient pas. Et jamais Lacan n'a donné de solution à ça, pas plus Freud non plus. Hein. Ou une théorisation définitive hein, qui mettrait fin à cette recherche, etc., à cette quête de ce que veut la femme, ben non, on ne sait pas. Et quand Lacan parle de la jouissance, etc., si vous allez regarder un petit peu, je ne vais pas en parler aujourd'hui, j'en ai déjà parlé, hein, vous verrez que quand il fait des schémas, etc., il ne place pas la femme du même côté, il ne place pas la jouissance féminine du même côté que la jouissance masculine. Non, ce n'est pas de la même façon qu'on l'aborde, l'une et l'autre. Voilà. Ça c'est une autre histoire dont on se passera bien de parler aujourd'hui, parce qu'il y a déjà tellement de choses dans ce chapitre que si on se lance là-dedans, on va sortir de l'OVA. Et je vous le dis comme ça en passant quand même. Hein. Et c'est là qu'il dit le fantasme donjon est un fantasme féminin qui répond à ce vœu qu'il en est un, voilà ce qu'il m'avait donné, un homme qui l'est, qu'il l'est toujours, qui ne puisse pas le perdre. Qui soit de son appartenance, comme dit Lacan. Hein. C'est-à-dire que Don Juan, l'objet d'État, c'est son appartenance. Lacan, pas Lacan, Don Juan. Voilà. Il y avait un certain Don Juanisme chez Lacan aussi, d'accord, c'était autre chose ça. Alors, il parle d'Osiris. Osiris, c'était un pharaon voilà, de la Grèce antique. La Grèce antique, donc la Grèce antique, ça veut dire au moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, quoi. Hein. C'est pour vous situer les choses un petit peu quand même. Hein. Parce que tout à l'heure, on va parler de la Bible un petit peu, si on a le temps. La Bible, c'est pas moins 2000, moins 3000 avant Jésus-Christ, hein. C'est moins 200, moins 300 avant Jésus-Christ. Donc c'est quand même bien d'avoir des repères un peu temporels, hein, parce que c'est pas les mêmes époques, tout ça. Hein. C'est pas les mêmes époques, hein. Faut pas se planter. Hein. On imagine que la Bible, ça remonte aussi loin que... Voilà. Non. Parce que Moïse, c'est moins 1500. Hein. C'est pas moins 10 000 comme les néolithiques,
Et c'est pas moins 3000 ou moins 4000 comme certains pharaons. Non, c'est plus récent. Voilà. Parce que la Bible, c'est après Moïse. Enfin bon, je vais vous en parler après. Mais c'est bien quand même d'avoir une espèce de généalogie, comme ça, une chronologie plutôt. Une chronologie dans la tête, et ne pas mélanger, de ne pas faire une espèce de salade du néolithique, de l'Antiquité égyptienne, de l'Antiquité romaine, de la Bible, de Moïse, de la Genèse, etc. etc. Voilà. Catalogue et tout ce qui s'ensuit, dont on va parler. Donc ce Moïse ce brave homme qui s'appelait Osiris était pharaon, et c'était donc considéré comme un dieu égyptien pharaon. Et alors il avait quand même cet avantage sur nous, c'est qu'il était roi de l'au-delà. C'est quand même pas mal d'être roi de l'au-delà, hein. C'est quand même une position assez confortable parce qu'il était roi sur terre, il était pharaon sur terre, mais il était aussi roi de l'au-delà. Donc il ne devait pas avoir d'angoisse de mort, il ne devait pas être trop envahi par les angoisses de mort, Osiris. Ceci dit, il a quand même eu un destin pas terrible. Enfin, il a été réparé à la fin, mais le destin d'Osiris c'est assez particulier. C'est-à-dire que c'était un homme plutôt correct, enfin pharaon plutôt correct, et malheureusement il était jalousé. Il était jalousé par qui? Par un gars qui s'appelait Seth, S-E-T-H. Je ne sais pas si vous savez qui est Seth, je ne sais pas, mais il est quand même un peu célèbre, parce que c'est le frère de Caïn et Abel. Hein. C'est ni plus ni moins que le troisième frère, enfin le troisième enfant d'Adam et Ève, voilà. Adam et Ève, ils ont eu donc trois fistons, donc voilà, donc il y avait Caïn, il y avait Abel, et puis lui. Voilà, le 7. Et donc, vous savez que Caïn avait tué Abel, hein, vous savez ça. Hein. Et donc, il y avait une espèce de jalousie féroce entre Caïn et puis Seth. Et donc, Seth s'est fait tuer. Voilà, Seth a été tué. Non, c'est Seth qui a tué Osiris, pardon. Je mélange, c'est tellement compliqué toute cette histoire-là. Osiris, le pharaon, a été tué par Seth qui était jaloux de lui, jaloux de son pouvoir. Voilà. Là, je suis clair, à peu près. Et donc, je sais pas. Alors, il avait fait un petit peu comme Tantale. Il avait fait un banquet où il avait invité tout un tas de dieux et de pharaons, etc. Et il avait proposé des espèces de sépultures, de sarcophages, des très beaux sarcophages. Voilà. Et il avait dit le plus beau des sarcophages, celui à qui il ira, eh bien, je lui donnerai tout ce qu'il voudra. Et donc, Osiris a essayé les sarcophages un petit peu comme le soulier de verre, hein, voilà, c'est pareil un petit peu. Et donc, il a essayé les sarcophages, et puis, évidemment, Osiris, c'était le sarcophage le plus beau qui lui allait, comme un gant, si je puis dire, qui lui allait. Mais il y avait un coup monté. C'était parce que Seth l'avait construit à sa mesure. Seth avait eu les mesures d'Osiris, donc Seth l'avait conçu à sa mesure au départ, et donc, Osiris s'est trouvé tellement bien dans le sarcophage qu'il s'est plongé dedans à une espèce de plénitude et d'exaltation rêveuse qui a fait que l'autre, Seth, a pu fermer le sarcophage. Il l'a fermé et il l'a balancé dans le Nil. Pour que Osiris se noie. Ce qui s'est produit. Mais ça n'était pas fini parce que Seth, il en voulait tellement à Osiris qu'après il s'est dit mais c'est pas suffisant. Il faut que je le dépaisse, il faut que je le coupe en morceaux. Je ne peux pas le laisser même comme ça, entier, même mort. Donc, il a fait un truc invraisemblable. Il a fini par le retrouver, le cadavre, dans le Nil où il a été noyé. Et donc, il l'a découpé en 14 morceaux, c'est précis, hein, en 14 morceaux. Et ces 14 morceaux, il les a mis aux 14 coins de l'Égypte. Hein, il les a mis un peu partout, il les a essaimés, disséminés dans tous les coins de l'Égypte pour qu'on ne puisse pas les rassembler. Et pourtant, la sœur d'Osiris, qui s'appelait Isis, il faut suivre, hein. Elle s'appelait Isis, sa sœur,
Il avait deux sœurs, mais la sœur qui est importante, c'est Isis. Isis, elle s'était mis en tête de rassembler son frère, Osiris. Elle avait des pouvoirs, et elle a arpenté l'Égypte, dans tous les recoins, pendant, on ne sait pas, pendant des centaines d'années, peut-être des milliers d'années, on ne sait pas. Hein. En tout cas, des centaines d'années, peut-être. Et elle a fini par trouver tous les morceaux. Alors on dit à un moment donné, sauf le pénis. Mais en fait, dans la plupart des écrits, elle finit par trouver aussi le pénis qui au départ a été mangé par un poisson dans le Nil. Une espèce de poisson étrange, hein, qui porte un nom, je ne me souviens plus. Le pénis avait été mangé, donc il était compliqué à trouver. Mais elle a fini par trouver le poisson, Isis, et le pénis, et elle l'a conservé. On dit qu'elle ne l'a pas remis. Elle a rassemblé Osiris, qui est revenu à la ville, voilà. Mais d'une certaine façon sans le pénis. Et donc c'est elle qui l'avait, et elle ne pouvait pas le perdre. Et c'est pour ça que Lacan en parle, si vous voulez, pour métaphoriser cette histoire que je vous ai dit tout à l'heure, de la femme d'une certaine façon qui ne le perd pas, puisqu'elle ne l'avait pas au départ. Hein. Eh bien Isis, elle personnifie un peu cela, en ayant le phallus, le pénis de son frère, et en le cachant de telle façon que personne ne puisse le lui prendre. Voilà. Ce sont des histoires étonnantes hein, quand même. Hein. Mais bon. Mais Lacan les raconte dans ce chapitre-là. Hein. Si vous l'avez lu, tout ça c'est raconté dans ce chapitre, hein, avec beaucoup de détails. Hein. Alors, comment est-ce qu'on connaît l'histoire d'Osiris Eh bien, c'est dans la Genèse. C'est dans le premier livre de la Bible. C'est dans la Genèse, hein, cette histoire d'Osiris. C'est dans la Genèse, le premier des 5 livres. Je vous en parlerai tout à l'heure, je vous dirai quels sont les 5 hein, de 5 livres de la Bible. Hervé, j'ai un peu mal, parce que 7 fils d'Adam, je ne suis pas sûr qu'il y ait coïncidence entre le 7 fils d'Adam et le 7, le dieu de la mythologie. Ah là, je peux pas te l'affirmer, mais c'est ce qui est dit, hein, dans la plupart des choses que j'ai lues. Hein. Oui. Je ne pensais pas qu'il y avait de rapport entre le 7 mythique, 3e fils d'Adam, d'ailleurs comment, étant le fils d'Adam, aurais-tu pu... Ah oui, mais tu sais, dans les mythologies, ça se transporte aisément dans le temps. Bon, je sais pas. Oui, mais c'est pas très grave. L'important, c'est que l'histoire... C'était un dieu tête de chien, si vous vous souvenez. Oui, c'est vrai, tout à fait. C'est ça, oui, tout à fait. Oui, c'est un tête de chien. Et l'important, c'est l'histoire de sa sœur, surtout, qui le rassemble. Sauf le pénis. L'écriture, elle se fait effectivement en fonction d'éléments épars à l'époque, et donc c'est un peu fait de tout bois. Hein, oui, c'est ça. Tout à fait. Tu as raison, mais c'est bien de préciser les choses hein, et d'être précis dans ce qu'on raconte. Hein. Surtout dans un chapitre comme celui-là, parce que ça part vraiment dans tous les sens. Hein. C'est très très compliqué. Et alors, pour encore métaphoriser l'histoire de l'objet art pour la femme, Lacan va se servir de Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila. Avila, c'est en Espagne, hein, là. Alors, Sainte Thérèse d'Avila, c'est récent. Hein. Sainte Thérèse d'Avila, c'est 1515, comme Marignan, hein, 1582. 1515-1582. Donc, c'est tout à fait récent. Et donc, il dit, Lacan, il parle d'une statue qui se trouve à Rome. Moi, je l'ai vue plusieurs fois. Je suis allé voir plusieurs fois cette statue. Si vous allez à Rome, ne manquez pas d'aller voir cette statue du Bernin. Hein. Vous connaissez le sculpteur le Bernin, Bernini, il s'appelle en italien, Bernini. Nous, on l'appelle le Bernin, mais il ne s'appelle pas le Bernin, il s'appelle Bernini. Donc, le Bernin, il était romain. Et donc, dans une église qui s'appelle Santa Vittoria, je crois, la Sainte-Victoire, ou quelque chose comme ça, une petite église, c'est une petite église hein, qui se trouve à Rome, dans le centre chic de Rome, hein, dans le quartier où il y a les ambassades, il y a beaucoup d'ambassades, etc., des ministères, sur la via de Septembre, la via Settembre. C'est au 17 de la via Settembre, vous avez au 17 de l'avenue Septembre à Rome, vous avez cette petite église Sainte Victoria, qui est une très belle église d'ailleurs. Le problème c'est que quand les gens y vont uniquement voir la statue de Sainte Thérèse d'Avila, hein, pour voir l'extase de Sainte Thérèse, et de la façon dont Lacan en parle, parce que je vais vous dire comment Lacan en parle, c'est pas triste. Donc voilà, alors que l'église est une église baroque, qui n'est pas très grande, mais qui est très belle.
Il y a des enluminures comme toutes les églises baroques italiennes, hein, avec beaucoup de faïence, beaucoup d'or, etc. Des arabesques dans tous les sens. Et c'est très joli, c'est très beau, c'est très prenant. Vraiment, on est admiratif devant tant de choses. Mais c'est vrai que cette statue de marbre blanc, de marbre de Carrare probablement, de Sainte Thérèse d'Avila en extase devant un ange qui lui balance une flèche, eh bien, c'est une statue absolument sublime. Sublime, hein. Il faut aller la voir. Moi, je suis allé la voir 2 ou 3 fois. Et vous, Rome, c'est pas très grand. Hein. Rome, c'est pas une très grande ville. C'est plus petit que Paris, beaucoup plus petit que Paris. Et donc, peut-être pas avec les faubourgs, mais le Rome intramuros, si je puis dire, c'est pas très grand. On peut le parcourir à pied sans trop de problème. Hein. Vous pouvez partir de la Piazza Navona, par exemple, hein, où il y a un très bon chocolatier. Hein, vous pouvez acheter des chocolats, c'est délicieux là. Et puis après, vous allez à pied jusqu'à Santa Vittoria, voilà, l'église Santa Vittoria, vous en avez pour un quart d'heure, 20 minutes, quoi, hein, pas plus. Hein, dans mes souvenirs sont bons, pas plus. Et vous allez voir Sainte Thérèse. Parce que Lacan, il n'en parle pas que dans ce séminaire-là, il en parle à plusieurs reprises de Sainte Thérèse du Bernini. Et alors, il dit une phrase assez brusque sur Sainte Thérèse. Il dit, c'était là-dedans, hein, dans le texte, c'est pas moi qui l'invente. Il dit, c'était une rude baiseuse. Sainte Thérèse là. Alors, c'est précisé que c'était dans son adolescence. Il est dit que dans son adolescence, elle a eu beaucoup de relations. Après, non. Après, ça a été fini. Elle est devenue religieuse, etc. Elle a été sanctifiée. Mais dans son adolescence, elle aurait eu beaucoup de relations. Moi, je ne suis pas au courant. Hein. Elle ne m'a pas mis au courant, Sainte Thérèse, de toutes ses aventures. Mais là, quand on la présente comme ça, c'était une rude baiseuse. Il dit ça là-dedans. C'est pas une grande élégance, mais c'est comme ça qu'il le dit. Il parlait cash, un peu comme Freud. Freud parlait un peu cash parfois aussi, comme ça. Hein. Il disait, Freud, j'appelle un chat un chat. Ben oui, c'est ça. Donc, alors, son extase, elle la raconte, Sainte Thérèse. C'est l'expérience, ce qu'on appelle l'expérience de la transverbation. C'est-à-dire qu'elle est transpercée par une flèche, hein, par une flèche dorée de l'ange. Alors, voilà ce qu'elle en dit, Sainte Thérèse elle-même, de ce qui lui arrive par rapport à cet ange qui lui balance une flèche dans le cœur. On suppose que c'est dans le cœur. Hein. Je vis un ange proche de moi du côté gauche, c'est précis, hein, du côté gauche. Il n'était pas grand, très beau, avec un visage si empourpré qu'il ressemblait à ces anges aux couleurs si vives qu'il semble s'enflammer. Je voyais dans ses mains une lame d'or. Il me semblait l'enfoncer plusieurs fois dans mon cœur et atteindre mes entrailles. Lorsqu'il le retirait, il me semblait les emporter avec lui et me laissait toute embrasée et d'un grand amour de Dieu. La douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs et la suavité si excessive était si excessive qu'on ne pouvait que désirer qu'elle se poursuive. Donc ça, si ce n'est pas une déclaration d'amour et de jouissance, je ne sais pas s'il y en a d'autres, hein, quand même. Hein, et donc, Lacan, parlant de cette statue, il dit, Sainte Thérèse, oui, elle jouit, c'est sûr. Elle jouit, c'est sûr. Hein, voilà, il dit ça textuellement. Hein. Et de fait, la douleur était si grande qu'elle m'arrachait des soupirs et la suavité qui me donnait cette très grande douleur était si excessive qu'on ne pouvait désirer qu'elle se poursuive. Quand même, c'est quand même une extase amoureuse, enflammée vis-à-vis de l'ange. Voilà. Bon, après, et c'est ça qu'on a appelé l'expérience chez Sainte Thérèse d'Avila de la transverbation, mais que Lacan la reprend à son compte en disant que voilà, finalement la flèche enflammée, dorée, si magnifique, si merveilleuse, était pour Sainte Thérèse un objet art. Voilà. Après, chacun voit midi à sa porte, hein. Mais c'est pas idiot, parce que cette déclaration de Sainte Thérèse, c'est une déclaration d'amour. Après, on peut dire que c'est une déclaration d'amour à Dieu, c'est pas un problème, ça peut être transcendé, bien entendu. Mais il y a aussi quand même quelque chose de très physique, de très corporel dans sa déclaration. Hein. Elle dit qu'elle est embrasée et qu'elle voudrait que ça continue, que ça ne s'arrête pas. Hein. Elle parle de ses entrailles, etc. Vous voyez, la flèche arrive jusque dans ses entrailles. Donc c'est quand
Donc l'église s'appelle exactement Église Santa Maria della Vittoria. Vittoria. Sainte Marie de la Victoire. Allez-y, hein. Il y a deux petites églises qui se font face. Hein. L'autre, je ne sais plus comment elle s'appelle, mais il y a Sainte Marie de la Victoire, et puis il y en a une autre en face, qui est du même tonneau, mais dans laquelle il n'y a pas celle qui quand vous avez la Piazza Navona derrière vous, c'est celle de gauche, là où il y a la statue du Bernin. De toute façon, vous ne pouvez pas la rater. Pardon. Dans le séminaire encore, numéro 20, c'est ce qui est en frontispice du livre, c'est Sainte Thérèse Du Verdun. du Verdun. Là encore. Oui, tout à fait. Et ce séminaire, il est consacré à la jouissance féminine. Voilà, exactement. Tout à fait. Tu as raison de le dire parce que c'est C'est vrai. intéressant de comparer avec Freud, parce que Freud, c'est le Moïse du Saint-Pyrrholien. Oui, c'est vrai. Et lui, c'est Sainte Thérèse, c'est la femme. C'est Sainte Thérèse, oui. Oui, c'était Moïse pour Freud, Moïse et le monothéisme. Et là, c'est effectivement dans le séminaire encore. C'est pour On ça peut que y aller aussi facilement depuis. oui, et il en parle de la même façon hein, dans Encore. Hein. Il dit la même chose. Hein. Il dit elle jouit. Elle jouit. Une espèce d'extase du côté de la jouissance, y compris la jouissance du corps. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Il n'y a rien d'indécent et de maltraitant là-dedans. Hein. Alors, après, là, quand on parle d'un film, parce qu'il y a eu un petit film anglo-saxon sur le stade du miroir. Et je ne sais pas ce qu'est devenu ce film, malheureusement. Si vous avez une source, vous, un jour, savoir où il se trouve ce film, voilà, il l'évoque. Je me suis demandé si c'était pas le film de Zazo. Ah, je ne sais pas. De qui tu dis? De Zazo. Il y a effectivement tout un film qui a été fait sur les enfants devant le miroir et toutes les réactions qui se Ah, peut-être. Et ça a été fait à cette époque-là? Et il le cite pas. Ça a été fait à cette époque-là? Je pense que ça date, j'ai arrêté des conneries, mais c'était un peu juste avant-guerre, peut-être. Oui, c'est ça, ça serait cohérent. Parce que Lacan, il est en 1963, là, Lacan. Oui. Ouais. C'est bizarre qu'il ne nomme pas par-dessus, comme si. Non, il ne nomme pas. Oui. C'est dommage, parce que moi j'aurais bien voulu le voir. Parce qu'il dit que dans ce film, on voit vraiment sa théorie, quoi, sur les enfants qui jubilent et qui sont à la fois jubilatoires et anxieux devant le miroir. Voilà. Moi, je l'ai, le film. Ah, tu l'as le film? Je peux te passer. Ah, bah tu pourras me le passer, Je l'ai oui. acheté. Ah, oui, d'accord. Elle a présenté dans le service Ah, volontiers. il y a quelques années. Ah, volontiers. Ah, oui, je te remercie. Si tu peux me l'envoyer, oui, par mail. Ça passerait par mail, c'est pas trop Oh, lourd? bah non, c'est un DVD. Ah, oui, c'est un DVD, d'accord. Je peux t'envoyer. Ok, d'accord. Il dit qu'il ne se souvient plus exactement parce qu'il était perturbé, parce que c'est le moment où il est viré de la société Oui. psychanalytique. Voilà, exactement. Exactement, c'est vrai. C'est le moment où ça se passe, où il y a des scissions. Et il dit qu'il est perturbé à ce moment-là. Oui, il est perturbé parce que c'est en 63-64 qu'il s'est fait virer. Effectivement, tu as raison, Alain. Eh bien, écoute, ça tombe bien que tu me parles de ça. Ça va vous permettre de vous parler un peu d'histoire de la psychanalyse, mais très brièvement. Hein. Je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais quand même, c'est assez important de savoir ça. Je parlais tout à l'heure de la chronologie de la Bible par rapport à Moïse, etc. De la Bible, de la Genèse, de l'Exode, de tous ces machins. Bon, voilà. C'était important d'en avoir la chronologie quand même. On ne peut pas dater ça n'importe comment. Mais ce que dit Alain Val, c'est important aussi parce que c'est quand même la formation de la psychanalyse en France. En France, là, quand il s'agit, hein, pas à l'étranger. Parce que si on parle de la naissance de la psychanalyse, il faut remonter à Freud, bien entendu, et il faut aller à Vienne. Hein, il faut aller à Vienne. Et il y a une chose à Vienne qui s'est produite et qui est très intéressante, qui s'appelait la Société psychanalytique du mercredi soir. Société psychanalytique, alors je vais vous la dater, hein, du mercredi soir. Et donc, qu'est-ce que c'était que cette société psychanalytique du mercredi soir qui a commencé à exister en 1902 et qui, tenez-vous bien, existe toujours. Existe toujours. Et elle ne s'appelle plus Société psychanalytique du mercredi soir, elle s'appelle Société psychanalytique de Vienne. Mais c'est la même, c'est celle-là. Elle est dans le droit fil de celle-là. Hein. Et donc, c'était 1902, et ils se réunissaient chez Freud, et Freud recevait qui? Uniquement des hommes. À cette époque-là, il était plutôt misogyne quand même. Hein. Que des hommes, il ne voulait pas qu'il y ait des femmes, il ne voulait pas qu'il y ait des non-médecins.
Voilà, c'est très élitiste. Hein. Et donc il y avait Adler et tout un tas de personnages, Rank, des personnages comme ça, etc., qu'on connaît plus très bien maintenant. Hein. Et ils se réunissaient tous les mercredis soirs chez Freud. Alors, ils étaient tous avec leurs cigares, ils ne se voyaient même pas les uns les autres, tellement il y a des vapeurs de cigares vraisemblables. Ils buvaient du schnapp, ils devaient être à moitié bourrés à la fin des séances. Et qu'est-ce qu'ils faisaient pendant ces séances du mercredi soir? Eh bien, ils faisaient naître la psychanalyse. C'est-à-dire qu'ils étaient dans une espèce d'obligation de parler d'eux-mêmes, de leurs soucis, de leurs refoulements, de leurs désirs, de leurs fantasmes, de leurs rêves, pour construire la psychanalyse. Et alors, s'il y en a certains qui étaient réticents, eh bien, ils étaient coincés parce que au milieu de la pièce, il y avait une table, et sur cette table, il y avait une urne. Et dans cette urne, il y avait des papiers contenant le nom de tous les participants. Et à chaque séance, chaque mercredi, Freud tirait un papier, et le papier qui était tiré, il disait le nom. Si c'était Adler, ben mon cher Adler, c'est à vous de parler, vous êtes obligé de parler. Vous n'avez pas le choix. Hein. Et donc il fallait je dirais, se répandre un peu, quoi, hein, aller loin dans la parole sur soi. C'était pas facile, hein, devant les autres, devant les compères, là, tous ces machos avec leurs cigares et leurs boissons alcoolisées. Donc c'était pas simple, mais ils le faisaient de bonne grâce. Enfin, de bonne grâce, non, pas de bonne grâce, puisque au bout de 2 ou 3 ans, je crois, il y en a qui se sont révoltés, qui ont dit, nous, si on continue si cette urne reste sur cette table, avec cette obligation qu'on a de parler, eh bien on s'en va. On s'en va. Donc il y a eu une espèce de révolte, petite révolte, comme ça, et Freud a cédé. Il a dit, bon, ben, on arrête l'urne. On arrête l'urne. Alors, les propos qui ont été tenus pendant ces séances-là, du mercredi soir, ils sont extraordinaires, parce que c'est la naissance même de la psychanalyse. Hein. Et malheureusement, ils n'ont été pris en note qu'à partir de 1904 ou 5, je crois. Mais entre 1902 et 1905-6, on n'a pas les notes. Et donc, il y a plusieurs livres, il y a 4 ouvrages qui s'appellent œuvre 1, œuvre 2, œuvre 3, œuvre 4, qui s'appellent les minutes, ça s'appelle comme ça, les minutes de la Société psychologique du mercredi soir, ou les minutes de la Société psychologique de Vienne. Et on peut encore les trouver sur Internet, ces minutes-là, en 4 volumes distincts. Alors j'ai remarqué en cherchant qu'on trouvait assez facilement le 2 et le 4, c'est-à-dire le 2 c'est celui qui commence en 1912, donc c'est assez tardif. Hein. Le 1 on ne le trouve pas facilement, moi personnellement je ne l'ai pas trouvé. C'est dommage parce que le 1 ça va de 1906 à 1912. Donc on est encore dans les prémices là. Hein. Mais alors je pense qu'il va être réédité, je pense que c'est une histoire de réédition, hein. Mais là pour l'instant on ne le trouve pas. Et on trouve le 2 et le 4 étant le dernier qui va je crois jusqu'aux années 20 au grand maximum. Voilà. Et après, il n'y a pas les minutes. Ou peut-être qu'il y a les minutes, mais je ne les connais pas. Hein, je connais pas. De toute façon, ce qui est intéressant, c'est les premières années. Hein. Moi, ce que j'aimerais bien trouver, c'est l'œuvre 1. Si quelqu'un un jour le voit, dites-le moi. Hein. Si vous trouvez un jour le tome 1 des minutes de la Société psychanalytique de Vienne, ou du mercredi soir, vous me le dites, je serais enchanté de l'acheter. Mais déjà, je vais m'acheter le 2 et le 4 que l'on trouve. Le 4, on trouve très facilement, même dans les librairies. Mais le 2, il faut, je crois que c'est une école lacanienne qui le vend, je ne sais plus laquelle. C'est pas l'école de la gauche, je ne sais plus laquelle exactement. Donc, alors par rapport à ce que disait Alain, oui, il y a eu des scissions. Donc, ça a commencé avec Freud. Les réunions, si vous voulez, psychanalytiques, les écoles de psychanalyse, on pourrait dire, ont commencé là. Finalement, ça, c'était la première école de psychanalyse quasi internationale, quoi. Alors, avec le temps qui a passé, évidemment, Freud a accepté les femmes, évidemment. Il y a eu des femmes comme Lou Andrea Salomé, hein, Lou Andrea Salomé, qui était une femme extraordinaire, une femme magnifique, hein, qui est sortie avec beaucoup d'hommes, dont Nietzsche quand même, hein, dont le poète Paul Ray, etc., pas mal de gens connus comme ça. Lou Salomé, c'était une femme superbe et qui avait une correspondante qui vivait en Allemagne, qui a eu une correspondance extrêmement riche avec Freud. Si vous voulez acheter une correspondance, achetez celle-là. C'est une correspondance magnifique entre Lou Salomé et Freud. Parce que Freud est un peu amoureux, je crois même qu'il est carrément amoureux d'elle. Il ne lui dit pas vraiment, il ne lui dit pas, il ne l'avoue pas, mais ça se ressent, quoi. Il a une admiration pour sa beauté et pour son intelligence, qui est extrêmement brillante, Lou Salomé.
Et Lou Salomé, elle est morte juste avant la guerre, hein, heureusement, parce que quand les nazis sont arrivés dans sa maison, ils ont brûlé sa maison et ses livres. Ils ont fait un autodafé de cette pauvre Lou Salomé. Donc elle a une fin triste, quoi. Enfin, elle l'a pas vue, de toute façon, heureusement. Mais ça a beaucoup affecté Freud. Hein. Quand Lou Salomé est morte, Freud a été terriblement affecté de ça. Et donc Lou Salomé a fait partie de la Société psychanalytique du mercredi soir. Et il y a une autre femme qui a fait partie de la Société psychanalytique du mercredi soir. C'est une femme qui a exercé en France. Et c'est là qu'on va arriver à la SPP. C'était Eugénie. Alors l'orthographe, je ne me lance pas trop, Sokolnika. Je crois que c'est quelque chose comme ça, CK1, quelque chose comme ça, Sokolnika, Eugénie Sokolnika, a fondé, Eugénie Sokolnika, qui était naturalisée française, a fondé dans les années 20, je ne sais plus si c'est en 1920 ou 1926, je crois quelque chose comme ça, a fondé avec Marie Bonaparte la Société psychanalytique de Paris, qui est la première société, la première école française de psychanalyse, c'est 1926, c'est ça. Donc je vais effacer tout ça. Vous avez pris le nom, hein, Eugénie Sokolnika, parce que je vais vous en dire deux mots d'Eugénie Sokolnika, parce qu'elle a eu un destin quand même plutôt tragique. Elle a été maltraitée, cette pauvre femme. Et donc, maltraitée, y compris par Lacan, hein, y compris par Lacan, qui l'a profondément méprisée, comme il a méprisé d'ailleurs Marie Bonaparte. En ce sens, il était misogyne là, hein, on peut le dire, hein, oui, là, très fortement. Donc la Société psychanalytique de Paris, ça c'est la première. Voilà la première société savante, école de psychanalyse en France, 1926. Fondée par tout un tas de gens. Alors, Eugénie Sokolnika, je ne réécris pas son nom parce que c'est trop compliqué. Eugénie Sokolnika, Marie Bonaparte, René-Louis Laforgue. René-Louis Laforgue était un psychanalyste français qui a eu un rôle très trouble pendant la guerre, puisqu'il a tenté de créer un groupe psychanalytique avec les nazis. Bon, ça craint quand même, hein. René-Louis Laforgue. Il y a eu aussi le grammairien, médecin et philosophe Pichon, également. Il y a eu Loewenstein aussi, au début de la Société psychanalytique de Paris, Loewenstein qui a été le psychanalyste de Lacan pendant quelques temps. Mais ça a été une psychanalyse plutôt foirée, puisque Lacan le prenait pour un imbécile. Donc ça, si on prend son psychanalyste pour un imbécile, ça ne peut pas coller. Hein. Loewenstein, il est parti, il s'est barré aux États-Unis, il en avait ras-le-bol. Il s'est barré aux États-Unis où il est resté, là-bas. Hein. Loewenstein. Donc c'est tous ces gens-là qui ont créé la Société psychanalytique de Paris en 1926, et donc grâce à l'argent de Marie Bonaparte. Grâce à l'argent de Marie Bonaparte, qui a acheté le siège luxueux de cette SPP, boulevard Saint-Germain quand même. Hein. Elle avait les moyens. Il n'y a pas de souci pour elle d'acheter un immeuble boulevard Saint-Germain, ça ne posait pas de souci, ça ne posait pas de problème. Donc elle s'est payée un immeuble boulevard Saint-Germain, elle y a installé sa Société psychanalytique de Paris. Et donc, la Société psychanalytique de Paris, elle existe toujours. Elle existe toujours, hein. Pardon. Il y avait aussi René Alundi. René Alundi. Ah oui, tu as raison. Oui, je ne les ai pas tous cités. Hein. C'est plus intéressant parce qu'il est dans le film de le journal d'un curé de campagne. Ah bon Bresson, on voit Ah bon René Alundi. Ah, je ne savais pas. Oui, j'ai vu son nom dans la liste, effectivement. Il y avait beaucoup de personnes dans cette SPP, il y avait beaucoup de gens. Hein. Mais j'ai cité ceux-là, ceux qui me viennent à l'esprit comme ça. Hein. C'est vrai. Et alors, je voulais vous dire un petit mot d'Eugénie Sokolnika quand même, parce qu'elle était polonaise, hein, d'origine, naturalisée française. Et donc, c'est elle qui a créé en France, pas à l'étranger, en France, c'est elle qui a créé la psychothérapie des enfants. C'est pas pour sa Zolto, hein. C'est Eugénie Sokolnika. Donc quand même, il faut la connaître un petit peu, il faut lui rendre grâce, cette bonne femme. Surtout que vous allez voir qu'elle a très mal fini. Donc il faut lui rendre cette grâce quand même, qu'elle a créé la psychothérapie des enfants. Avant elle, il n'y en avait pas. On ne prenait pas les enfants. On considérait que ça ne servait à rien, que les enfants ne savaient pas parler, qu'ils ne comprenaient rien, que les bébés n'étaient pas des sujets, etc. Et donc c'était pas utile de s'en faire pour eux. Et donc il n'y avait pas de soins pour les enfants avant Eugénie Sokolnika. Et ça, on ne le sait pas tellement. Hein. On ne le sait pas tellement. On pense toujours à François Dolto, qui a fait beaucoup, c'est vrai. Et on pense à l'école anglaise, à Mélanie Klein, à Winnicott et tous ces gens-là.
mais on ne pense pas à Eugénie Sokolnika. Mais elle a été mal récompensée de tous ses efforts, la pauvre. Alors, elle a voulu faire médecine, elle n'a pas pu, elle a été plus ou moins empêchée, elle n'a pas pu, on lui a barré un peu le chemin, voilà. Et donc elle s'est installée donc elle faisait partie de la SPP, et elle s'est installée comme psychanalyste à Paris, où elle avait des patients enfants, ce qui était nouveau dans cette histoire de la psychanalyse, c'était tout à fait nouveau. Voilà. Mais il y a eu un moment où elle a vieilli, puis elle est devenue un peu aigrie et tout ça, et elle avait moins de passion. Elle a eu un moment de même où elle avait pratiquement plus de passion, Eugénie Sokolnika. Et donc elle s'est trouvée désargentée, triste, presque mélancolique, et donc même quasiment mélancolique, hein, et quasiment SDF. Eugénie Sokolnika, hein, et dans l'indifférence un peu générale, sauf de Pichon, du grammairien Pichon, qui était généreux et qui lui a donné une maison. C'était sympa. Il était riche, il était assez riche, Pichon, hein, et donc il lui a donné une maison en banlieue parisienne où elle a pu se réfugier. Elle a pu quand même aller se reposer dans cette maison et ne pas être à la rue, quoi, parce que c'est quand même étonnant, une femme qui a créé la psychothérapie des enfants en France se trouvait à la SDF. Et donc, Eugénie Sokolnika, comment a-t-elle fini? Elle s'est suicidée au gaz, dans la maison qui lui a été donnée par Pichon. Voilà, c'est triste quand même, hein, cette histoire de Eugénie Sokolnika. Donc, la SPP, en 1953, il y a eu une première scission. Donc, c'est pas celle dont parle le docteur Alain Val, c'est avant, hein, c'est 10 ans avant. Il y a eu une première scission. Il y a eu la Société psychanalytique de Paris qui a continué à se pérenniser, la SPP qui a continué, et de l'autre côté, il y a eu l'Association psychanalytique de France, l'APF, Association psychanalytique de France, avec qui? Avec Lacan. Le voilà. Le voici. En 1953. Parce que Lacan, il ne voulait pas aller avec Marie Bonaparte, avec Eugénie Sokolnika, etc. Loewenstein, tous ces gens pour qui il avait un profond mépris. À tort, sûrement, à tort. Mais il était hautain par rapport à ça. Il les surplombait, quoi. Hein. Voilà, et donc il est considéré comme mineur, tous ces gens-là. Et pas intéressant. Et donc lui, il a jamais été question qu'il soit dans la Société psychanalytique de Paris. Là. Non. Et là, quand il y a eu une scission et qu'il y a eu l'Association psychanalytique de France, et bien là, il s'est mis dedans. Donc avec tout un tas de gens, alors des gens plus jeunes évidemment, hein, comme Jean-Bertrand Pontalis, des gens comme ça, hein, voilà. Et donc, mais là aussi, au bout d'un certain temps, cette APF, elle a eu un problème. C'est que comme Lacan était dedans, et que Lacan faisait des séances courtes, Lacan faisait des séances de psychanalyse courtes. Vous savez, c'était une espèce de spécialité lacanienne. Soit il faisait des séances extrêmement longues. Moi, j'ai eu des amis qui ont été en analyse avec Lacan, hein, donc qui ont pu me raconter. J'ai connu des médecins psychiatres, aujourd'hui décédés malheureusement, et qui avaient été en analyse avec Lacan. Et donc, il y avait des séances qui duraient une minute. Lacan leur disait bonjour, ça va, oui, c'est fini, au revoir. Et puis, il y avait des séances qui duraient 2 heures. Il y avait même des séances où Lacan sortait de chez lui avec son patient et ils allaient se promener sur les bords de la Seine et ils faisaient la séance là pendant des fois des heures. Hein. Et ce n'était pas en fonction de l'argent. On a dit que Lacan était mercantile et ça c'est pas vrai. Parce que moi j'ai eu 2 amis étudiants en médecine qui étaient en analyse avec Lacan et il ajustait ses prix. C'est-à-dire qu'à l'époque c'était les francs nouveaux, il leur prenait 50 francs, ce qui n'était pas beaucoup par rapport à ce qu'il prenait aux gens qui avaient de l'argent. C'est-à-dire qu'il prenait en fonction de la richesse des personnages qu'il avait en soins. Voilà, il ajustait. Donc il n'était pas si mercantile que ça, et les 2 garçons que j'ai connus, survivants, ils payaient 50 francs, ce qui n'était pas énorme. Pardon. C'était pas des séances courtes, c'était des séances variables. Oui, variables, c'est ça. C'est-à-dire que ceux qui faisaient interprétation pour Lacan, c'était la coupure. Oui, et donc, le signifiant. Et donc il arrêtait souvent la séance sur un signifiant. Exactement, c'est ça. Qui faisait coupure. C'est le signifiant qui faisait le gong, comme un combat de boxe, hein, on arrête, hein,
et s'il y avait un signifiant, ça sonnait le gong et Lacan arrêtait. Effectivement, c'est exactement ça. Mais quand même, j'ai parlé de séance courte parce que ce que lui reprochaient les anglo-saxons de l'Association internationale de psychanalyse, qui était toute puissante avec Ernest Jones à sa tête, lui reprochaient les séances courtes. C'était ça qu'il reprochait, les séances courtes. Hein. Et donc, l'Association internationale de psychanalyse, l'IPA, International Psychoanalytic Association, l'IPA, la toute-puissance IPA qui était dirigée par le trouble Ernest Jones, le tout-puissant Ernest Jones qui faisait la pluie et le beau temps, eh bien, il ne voulait pas de l'APF, il ne voulait pas Ernest Jones que l'APF intègre l'association internationale à cause de Lacan. Et parce que Lacan, c'était des séances courtes. Il disait, c'est pas possible, c'est un charlatan, etc. C'est hors de question qu'il rentre dans cette association internationale. Donc Lacan, j'ai dit, finalement, j'en ai rien à foutre de ça. Donc il s'est barré. Et donc il a créé ensuite, à la suite de l'APF, donc à la suite, vous suivez, hein, à la suite de l'APF, en 1963, voilà, nous y arrivons à ce que vient d'énoncer le docteur Ball. Nous arrivons à la création de l'école freudienne de Paris. Ça ne fait pas école de la cause encore. École freudienne de Paris. Alors que celle-là était lacanienne, celle-là. Hein. C'est la première école lacanienne. Vraiment lacanienne. École freudienne de Paris, voilà. Qui par la suite, lorsque Lacan l'a dissoute, parce que Lacan l'a dissoute au tout début des années 80, elle s'est appelée École de la cause freudienne. Voilà. Et maintenant, elle s'appelle comme ça. Hein. Son nom maintenant, c'est l'ECF. L'ECF, alors on va mettre 1980 hein, pour vous dater ça. Donc 1963, création de l'école freudienne de Paris, l'école de Lacan, et vers 1980, création de l'école de la cause freudienne. Qui est toujours en action, hein, qui est toujours en action. D'ailleurs, dont un membre éminent vient de mourir. Hein. Il s'agit de Patrick Vallas, je ne sais pas si vous le connaissiez. Patrick Vallas, c'était un des ténors, même le dernier ténor lacanien de cette époque glorieuse là, de l'école freudienne de Paris. Il est mort hier ou avant-hier, Patrick Vallas, voilà, ce monsieur. Qu'on voyait pas mal intervenir sur Internet de temps en temps, de moins en moins, parce qu'il était vieux et malade, mais il était extrêmement brillant. Et voilà. J'ai eu le malheur un jour, parce qu'il avait fait une erreur, une formule de sélectuation, et j'ai eu le malheur de lui faire remarquer. Il a très très mal pris, et il m'a pas insulté, mais presque quoi. Il a continué à dire qu'il avait raison. Alors je dis, monsieur, avec tout le respect que je vous dois, je vous assure que votre formule est fausse. Et je lui ai démontré par A plus B. Et finalement, il a fini par effectivement me barrer le chemin. C'est-à-dire qu'il m'a bloqué. Il m'a bloqué sur Facebook. Et j'ai vu après qu'il avait complètement modifié son truc. Hein, il avait modifié son erreur. Et moi, il est parti en me traitant de troll. Il m'a dit que j'étais un troll. Mais je ne suis pas fâché d'être un troll. Hein, voilà. Pas du tout. Pas du tout. J'ai été affublé d'être un troll par Patrick Vallas. C'est plutôt un titre de gloire, hein, un titre de noblesse. Hein. Voilà. Et par la suite, il a dit on va essayer de faire en sorte que les trolls ne viennent plus nous emmerder, ou je ne sais pas quoi. Il a dit un truc comme ça. Patrick Vallas. Mais ceci dit, il écrivait des choses très, très fortes, hein, Patrick Vallas. Ah oui, vraiment. C'est le seul d'ailleurs. Hein, parce que maintenant, moi je lis parfois les trucs de l'école de la cause freudienne. Alors, je vous ai dit qu'il y avait l'école de la cause freudienne, mais il y a une myriade d'autres écoles. Hein. Il y a X écoles maintenant. Hein. X écoles lacanienne et freudienne à Paris. Hein. Il n'y a pas que celle-là. Moi je vous ai parlé de cela, mais les autres, moi je n'ai pas le temps de parler de. Je ne les connais pas, en plus je ne les connais pas vraiment. Hein. Mais il y en a une flopée. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure à un ami, c'est que ce sont des écoles qui n'existent que pour elles-mêmes. Hein. C'est-à-dire qu'elles se parlent à elles-mêmes. Elles sont dans une telle érudition, dans une telle satisfaction de leur langage néo-lacanien, lacanoïde comme disent certains, que finalement, elles ne parlent que pour elles-mêmes. Elles se servent à elles-mêmes. Et donc elles n'ont pas forcément un grand intérêt. Et dans l'école de la cause freudienne, il y a parfois des interventions intéressantes, il faut reconnaître, sur Internet, mais pas toujours. Il y a des gens qui interviennent et qui racontent n'importe quoi. On voit qu'ils ne maîtrisent pas
le fond, si vous voulez, des théories lacaniennes, mais il parle avec le style lacanien quand même. Et donc, c'est n'importe quoi. C'est une espèce de tissu, de truc incompréhensible, parce qu'il n'y a pas de fond. Il n'y a pas de fond, c'est pas maîtrisé, quoi. Donc, quand même, bon, ça n'a pas beaucoup d'importance. Hein. Mais vous pouvez aller sur le site de l'école de la Cosmodienne et de temps en temps, vous pouvez rencontrer des choses intéressantes. Il y a le modérateur qui s'appelle Patrick Pouillot, avec qui j'ai échangé plusieurs fois, et qui est un type plutôt intelligent aussi, hein, voilà, et qui, lui, quand il écrit des trucs, c'est bien, c'est costaud, hein, c'est bien. Donc vous pouvez aller faire un tour là. Donc c'était pour faire un résumé très concis de cette histoire de la psychanalyse en France, avec son démarrage, bien entendu, à Vienne. Hein. Bon, ça, on s'en serait douté. Hein. Oh là, il ne va pas me rester beaucoup de temps pour terminer tout cet énorme chapitre-là. Alors, oui, je voulais vous distribuer, je vous distribue tout de suite ce qu'on appelle des bouteilles de Klein en psychanalyse. Merci. Il n'y en a pas pour tout le monde, mais vous pouvez les partager. Hein. Il y en a une quinzaine, il y en a presque pour tout le monde, il y en a une quinzaine. Il y en a une quinzaine. Parce que Lacan revient dans ce chapitre-là, Lacan revient sur le pot de la castration. Le pot, vous savez, je vous avais dessiné ce pot dans le miroir. Un pot que l'on aperçoit, je le dessinais très mal, peu importe, on s'en fout. Hein. Un pot ici avec ici le A, vous vous rappelez, hein, le sujet non barré encore, parce qu'il n'est pas encore sur la scène du monde, le grand autre est ici. Et ici, vous avez le moins phi, puisque le A a chuté. Le A n'est plus là. Le A chute au moment où le sujet arrive sur la scène du monde et se trouve être barré. Voilà. Ici, vous avez S, là, vous avez le S barré. Et donc, voilà. Et donc, il y a l'autre pot ici, qu'on voit dans le miroir. Mais sur ce pot-là, au-dessus de ce pot, il y a un X, il y a une énigme, puisque le A n'est plus là. L'objet petit a n'est plus là. Il a chuté avant. C'est la perte originelle. C'est ce que Lacan appelle la castration originaire. C'est ce que Freud appelle ça comme ça aussi. Hein. Freud l'appelait comme ça aussi. La castration primordiale, Freud l'appelait. La castration primordiale, chez Freud et chez Lacan, c'est ça. C'est la même chose. Hein. Ça revient au même. Même si Freud désignait la mère alors que Lacan désigne l'objet petit a, ça revient à la même chose, hein, finalement. Hein. Enfin, Freud parlait de la chose avec un C majuscule, et Lacan parle du petit a avec un A minuscule. Bon, si on lit bien les théories, ça revient à peu près au même. Voilà, et donc ici c'est X, parce qu'ici on n'a plus d'objet petit a. Voilà, mais on a le moins phi par contre, on a le trou, on a l'espace de l'objet petit a, là où il n'est plus, là où il n'est pas, qui s'appelle moins phi. Et donc Lacan dit que. Alors, si je vous ai distribué la bouteille de Klein, bon, c'est pas pour que vous la compreniez sur le plan mathématique, parce que moi-même je ne la comprends pas. Sur le plan mathématique, elle est d'une difficulté extrême, la bouteille de Klein. Hein. Il faut être un mathématicien, physicien de haut vol, avoir fait au moins normal sup 3 fois pour la comprendre dans son intimité, la bouteille de Klein. Hein. Enfin, Lacan, il la présente de manière très simple. Il dit c'est pas compliqué, hein, qu'est-ce qu'il raconte? Il suffit de faire. Ah oui, c'est ça, vous prenez un pot, quoi, un pot comme celui-ci. Et alors, pour que vous compreniez quand même ce qu'il raconte Lacan dans cette phrase-là, je vais vous dessiner le pot vu du dessus, le bord du pot vu du dessus. Voilà, un bord avec une espèce de méplat comme ça, hein. Et en dessous il y a le pot, quoi. Il y a le pot, voilà, avec son renflement. Et ça, c'est le trou, et le bord du pot avec son méplat ici tout autour. Et puis donc, vous avez ici un point là, et un point là, et un point là. Et Lacan, il dit ceci. Il suffit de faire se conjoindre 2 points opposés du bord du vase en retournant en cours de route les surfaces de façon à ce qu'elles se rejoignent comme dans le rebord de Mébius, et nous nous trouvons devant un vase permettant de passer de la face interne à la face externe sans franchir de bord. Alors bonjour, hein. Voilà. Mais on peut quand même comprendre ce qu'il fait comme manœuvre. C'est pas lui qui l'a fait, c'est des mathématiciens. Le Klein, c'est un mathématicien de la fin du 19e. Hein. Donc c'est pas un mathématicien récent.
Vous savez qu'il y avait de très forts, de très brillants mathématiciens au 19e, au 20e, hein, qui n'avaient rien à envier aux mathématiciens de maintenant, hein, rien du tout. Hein. Donc, voilà. Et donc, ce qui fait Lacan, c'est que, si vous voulez, comme le vase est vu du dessus, là, il enfonce ce bord-là. Il enfonce ce bord-là dans le vase, il le fait ressortir par un trou du vase, et il le fait revenir sur ce bord-là. Il le fait revenir sur le bord externe. Voilà ce qu'il fait. C'est ça la manœuvre que Lacan décrit. Le bord du pot est un vase, le bord du pot de castration est un bord tout rond, bien honnête, dit-il, qui n'a aucune complication. Oui, enfin bon, qui n'a aucune complication, c'est pas tout à fait exact. Il suffit de faire se conjoindre deux points opposés du bord du vase en retournant en cours de route, en l'enfonçant dans lui-même, les surfaces de façon à ce qu'elles se rejoignent, hein, on se rejoignent bord à bord, se rejoignent comme dans le ruban de Mébius, et nous nous trouvons devant un vase permettant de passer de l'espace interne à la face externe pour franchir de bord. Alors, surtout, allez regarder la bouteille de Klein sur Internet, parce qu'il y a des mathématiciens et des physiciens qui ont fait des animations qui sont géniales, que moi je serais incapable de faire, j'aurais été incapable de faire, des animations qui sont magnifiques sur la bouteille de Klein, hein, sur la manière dont on peut la concevoir dans l'espace. C'est magique, hein, c'est magique. Et donc on peut voir qu'effectivement c'est une étrange bouteille, vous l'avez sous les yeux, hein, c'est une étrange bouteille qui ne peut ni se remplir ni se vider. C'est-à-dire qu'on peut la remplir à moitié et on peut la vider à moitié, mais c'est tout. Et pourquoi est-ce qu'il en parle de la bouteille de Klein? On n'est pas obligé de la comprendre sur le plan physique, hein, c'est pas la peine, de toute façon, faisons tout de suite notre deuil, parce que c'est tellement complexe sur le plan mathématique que c'est même pas la peine d'essayer. Moi je n'ai pas fait normal sup, hein, et vous non plus, donc voilà. Faisons notre deuil, soyons castrés, c'est la compréhension de la bouteille, la compréhension intime de la bouteille de Klein, voilà, mais sachons que c'est un peu la bande de Mébius. La bande de Mébius, vous pouvez la comprendre, hein. Je vous ai déjà parlé de la bande de Mébius. Hein. La bande de Mébius, c'est vous prenez une ceinture, vous lui faites faire 180 degrés, une torsion de 180 degrés, c'est tout. Et si vous baladez votre doigt sur la surface, vous verrez que vous passez d'un bord à l'autre, d'un côté à l'autre de la bande, sans passer par un bord. C'est étonnant. C'est quand même une chose étonnante. Hein. Eh bien, la bande de Mébius et la bouteille de Klein, c'est la même chose, sauf que la bouteille de Klein, c'est en 3 dimensions. Voilà. C'est une bouteille, alors que la bande de Mébius, c'est quelque chose de plat. Mais il y a des physiciens sur Internet qui disent qu'il suffit de faire 2 bandes de Mébius, de les coller ensemble, et ça fait une bouteille de Klein. Et ça, vous verrez l'animation sur Internet qui est géniale aussi là-dessus, qui montre la fusion des bandes de Mébius et la constitution de la bouteille de Klein. C'est vraiment stupéfiant. Stupéfiant de voir ça. Pourquoi est-ce que Lacan en parle? Eh bien parce que la bouteille de Klein, comme on ne peut ni la remplir, si vous voulez, ni la vider, eh bien il y a un espace qui reste toujours vacant dans cette bouteille de Klein. Donc la bouteille de Klein, elle contient un moins phi. Voilà, c'est pour ça qu'il en parle. Est-ce que c'était indispensable qu'il nous parle de la bouteille de Klein? Ça, je laisse ça à votre appréciation. Hein. Mais la bouteille de Klein, c'est quand même célèbre chez Lacan. Hein. C'est quand même célèbre, c'est connu. C'est connu. Et il y a beaucoup de gens qui se sont cassés les dents pour la comprendre, hein, qui regardaient les images de la bouteille de Klein pendant des journées entières pour essayer de comprendre comment elle est faite. Voilà, parce qu'elle n'a pas de bord. Elle n'a pas de bord, et vous pouvez passer d'un côté à l'autre, effectivement, sans passer par un bord, comme sur la bande de Mébius. Hein. Elle n'a pas d'intérieur ni d'extérieur, la bouteille de Klein. Elle n'a pas d'intérieur, et donc du coup, elle n'est pas spécularisable. Elle n'a pas d'image dans le miroir, puisqu'elle n'est pas orientable. Elle n'a pas de droite ni de gauche. Pour que quelque chose soit proposable à un miroir, il faut qu'il soit orientable, il faut qu'il y ait une droite et une gauche, un haut et un bas. Sinon, vous ne pouvez pas le proposer à un miroir, vous aurez rien dans le miroir, vous aurez une image qui ne veut rien dire, et donc qui ne vous parlera pas, que vous ne pourrez pas repérer. Hein. Elle n'est pas, la bouteille de Klein n'est pas spécularisable de la même façon que la bande de Mébius. Voilà. Voilà, je ne vais pas m'éterniser plus sur la bouteille de Klein, parce que bon, c'est quand même intéressant, mais bon. Après, alors, à la fin du chapitre, je n'ai plus avoir beaucoup de temps pour en parler, malheureusement, parce qu'il y aurait beaucoup à dire là-dessus. Il parle de la circoncision, Lacan. Il parle très longuement de la circoncision, et c'est là qu'il cite Moïse, qu'il cite le décalogue, c'est-à-dire
les lois qui ont été données, les 10 commandements qui ont été donnés à Moïse sur le mont Sinaï, vers 1500 avant notre ère, par là à peu près. Et donc, ces commandements, dans ces commandements-là, je vous dis ça quand même, dans ces commandements de Moïse, de Dieu, de Yahvé, dans le buisson ardent, vous savez, sur le mont Sinaï, Moïse s'est retrouvé devant un buisson ardent. C'est-à-dire qu'il avait l'impression que ce buisson était embrasé, mais qu'il ne brûlait pas. Il ne brûlait pas. Tout en étant embrasé, il ne brûlait pas, le buisson ardent. Donc, alors il y a des gens qui ont dit après, oui, mais il avait des hallucinations, c'est parce qu'il y avait des fruits rouges dedans avec le reflet du soleil, ça donnait l'impression que c'était en feu, ça. Peu importe, c'est métaphorique, c'est beau et autant retenir la théorie de Moïse, c'est très beau. Et donc, de ce buisson ardent est sortie une voix, c'était la voix de Yahvé, donc de Dieu, qui a dit à Moïse, je suis Dieu, c'est moi que voilà. Et donc, je suis Dieu, je suis celui qui suit. Ouais. C'est étrange comme phrase, je suis celui qui suit. Mais Dieu pouvait dire ça. Autant Descartes ne pouvait pas dire je pense donc je suis, autant Lacan a critiqué cette histoire-là, autant Dieu pouvait dire je suis celui qui suit. Oui, effectivement, il pouvait le dire, cette phrase étonnante. Je voulais faire quand même, je suis celui qui suit. Alors c'est pas SUIT, c'est celui qui suit, SUIS, 2 fois SUIS. Je suis celui qui suit. Parce que Dieu, il est dans les temps. Il est dans les temps éternels. Pas les temps avec un G, les temps éternité. Je précise toujours ça quand même. Donc la circoncision, il en parle parce que il dit finalement le prépuce, quand il est coupé, eh bien c'est un acte consacré, dit-il, Lacan, il dit ça, c'est un acte consacré qui métaphorise la perte de l'objet A. Et l'objet coupé devient l'objet A. Devient l'objet A. D'ailleurs, Moïse lui-même n'a pas été circoncis. Moïse n'a pas été circoncis et ça posait un problème. Mais finalement, il a pu être sauvé parce que Moïse avait reçu les commandements du buisson ardent, dont un commandement qui disait tu ne tueras pas ton prochain. C'était un des 10 commandements. Tu ne tueras pas ton prochain. Tu ne commettras pas l'adultère, tu ne voleras pas, etc. Tu ne seras pas jaloux, etc. Et donc, tu ne tueras point, mais Moïse avait tué. C'est-à-dire que Moïse, il avait vu des ouvriers qui travaillaient sur un chantier, etc. Et puis, il y en avait 2 qui se battaient, et ça l'a énervé, il en a tué un. Enfin, il a regardé, il a été un peu lâche, il a regardé tout autour de lui si personne ne pouvait le voir, et dès qu'il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas le voir, il a été trucidé, celui qu'il a considéré comme le méchant. Voilà. Et donc, alors à la suite du fait que Moïse ait reçu les commandements, le décalogue, les 10 commandements, eh bien, il y a eu la constitution beaucoup plus tard de la Bible, avec ses 5 livres, ses 5 premiers livres, parce qu'il y en a d'autres après, il y a le Nouveau Testament aussi. Mais je parle de l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est moins 200, moins 300 à peu près dans la chronologie, avant notre ère. Alors que Moïse, c'est moins 1500. Vous voyez, c'est quand même beaucoup plus tard. C'est quand même beaucoup plus tard. Et donc, il y a 5 livres. Il y en a un qui s'appelle l'Exode. C'est l'Exode. Tout simplement, c'est Moïse qui fuit avec ses gens en Égypte pour échapper à la malédiction, pour ne pas être tué. Et pour gagner la terre promise, voilà, pour gagner la terre promise. Le deuxième livre, ça s'appelle le premier livre, c'est la Genèse. La Genèse, c'est la naissance d'Adam et Ève, de Caïn et Abel, etc., et de Seth, etc. Et puis après, il y a l'Exode, dont je vais vous parler, et ensuite il y a le Lévitique, qui parle de certains devoirs, de certaines lois qu'on doit respecter, etc. Le quatrième, c'est le nombre, qui sont les textes de loi proprement dit, les prophéties, la généalogie, etc. Voilà, ça se dit dans ce livre qui s'appelle les nombres. Et puis le dernier, le 5e, c'est le Deutéronome, 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 c'est le dernier discours de Moïse,
Et ça raconte la mort de Moïse aussi, le Deutéronome, la mort de Moïse. Hein. Et ça, c'est l'Ancien Testament. C'est l'ensemble de ces livres-là, écrits en 1300 par là, qui constituent l'Ancien Testament. Hein. Voilà. Et qui est tout à fait passionnant hein, à lire. Le Pentateuque, on l'appelle. Oui, c'est ça, le Pentalogue, c'est ça. 5 livres. 5 livres. Et donc, alors Moïse a été sauvé, je ne sais plus trop comment, parce que il y avait Dieu s'est rendu compte qu'il avait commis un meurtre, Moïse. Et il a dit, mon petit gars, tu ne vas pas t'en tirer comme ça. Hein. Et donc il y avait le poursuivait. Dieu le poursuivait, et tu disais, toi je vais te faire ta fête, Moïse, hein, parce que tu n'as pas suivi mes commandements, tu as tué. Et donc il a pu être sauvé parce que je ne sais plus qui a fait, je crois que c'est sa femme, c'est sa femme il me semble, hein, c'est sa femme qui s'appelait Séphora, si je ne me trompe pas. Jean-Claude va connaître ça mieux que moi, mais c'est ça, hein, c'est sa femme. Séphora, c'est ça, sa femme, la femme de Moïse, a circoncis son propre fils, et elle a touché avec le prépuce de son fils Moïse, ce qui l'a sauvé de la malédiction de Yahvé. Je ne sais pas comment, hein. Je ne sais pas par quelle opération, mais ça l'a sauvé. Voilà, hein, ça a été un acte symbolique de la part de la femme de Moïse qui a pu retirer, et la colère de Dieu s'est apaisée, et Moïse est devenu celui que l'on sait, quoi, hein, qui a amené son peuple vers la terre promise, etc. Avec le décalogue. Bon voilà, je vais m'arrêter là aujourd'hui parce que l'heure est arrivée. Il ne nous reste plus que 2 séances. Hein. Maintenant, nous arrivons au terme de ce séminaire pratiquement. Hein. Que 2 séances, la 9e et la 10e. Et la prochaine, je ne sais même plus comment elle s'appelle. Vous n'avez pas le texte, vous n'avez pas le programme? Ah, les paupières du Bouddha, merci, c'est ça, c'est ça. Je ne sais pas de quoi il s'agit, je ne l'ai pas encore lu. Mais ça se fera. Donc je vous remercie de votre écoute sympathique. Merci beaucoup.